année sur Nantes. Et enfin Lyon. Ça permet d'étaler un petit peu les réunions. C'est pas évident de faire ça un 10 novembre, surtout quand on a juste après le 11 novembre, ça tombe encore le week-end. Donc voilà, cette année on l'a fait étaler sur le mois. Bon, pour rappeler, l'APTEL, c'est l'association de patients porteurs de tumeurs endocrines diverses. Diverses pour le digestif, plus tous les autres. C'est une association de patients créée en avril 2009 qui concerne les tumeurs endocrines. Donc, on va en parler après. L'incidence est en forte progression ces dernières années, avec une découverte plutôt tardive, mais qui a tendance à être, avec les progrès d'imagerie et de diagnostic, d'être de plus en plus en découverte fortuite. Donc, heureusement, plus tôt, et donc la possibilité d'agir plus tôt et d'avoir moins de dégâts. L'avantage d'avoir une croissance lente, et donc une espérance de vie, alors, supérieure, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être 30 ans, parce qu'on a aussi des membres qui ont 30 ans de vie après découverte de la tumeur. Quand c'est supérieur, ça peut être largement plus. Voilà. Et à fin octobre, on était 132 adhérents, et on devrait arriver à 150 d'ici la fin de l'année. On a une organisation qui est nationale, avec une représentation principalement sur Paris, sur Lyon et sur Toulouse. Une extension maintenant, Marie-Françoise Billon qui est sur Angers. Et avant, il y avait une personne de Paris qui nous a quittés, donc c'est une personne d'Angers qui a pris la relève. Et Rémi Barreto qui est aussi suivi sur l'hôpital Beaujon. Donc que des patients à la présidence. La trésorerie est assurée par Toulouse, avec deux personnes qui sont patientes et puis un accompagnement. Et à Lyon, le secrétariat, avec Christiane et Marie-Agnès. Alors, les causes de la TED, parce que nos causes, c'est d'abord de bien informer, de mieux informer les patients et les accompagnants sur cette maladie rare, pour ne plus se sentir aussi seul aussi. Sur les traitements, et là particulièrement sur ceux qui sont en cours, ceux qui sont difficilement accessibles, les nouveaux traitements, sur le réseau de prise en charge de l'INTEM. Alors il existe d'autres réseaux qui sont associés, je ne sais pas si vous avez parlé de TELPAT aussi. Soutenir les membres et leurs proches. C'est une maladie rare, quand on a l'annonce de cette maladie, c'est pas toujours évident. Donc, il y a une écoute par téléphone et puis il y a des échanges qu'on peut avoir lors des réunions qui sont organisées au sein de la région. Et puis il y a une entraide sur les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit en termes personnels, professionnels ou même de prise en charge, si on peut intervenir auprès de professionnels ou de structures sociales. Et récemment, on se veut aussi de promouvoir la recherche. Donc, on est fortement associé avec le groupe d'études des tumeurs endocrines. Et pour cette première année, on soutient, on propose une bourse pour la recherche en association avec le GTE. Mais aussi, on essaye de se mettre au courant le plus possible des essais cliniques. C'est une façon aussi de bénéficier des nouveaux traitements et de faire avancer la recherche. Alors les progrès ces dernières années, c'est de multiplier les canaux d'information pour l'information. Ça, je pourrais en reparler éventuellement. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc on a un site web qui contient de l'information qui est relativement stable, pérenne. On est sur des réseaux sociaux tels que Facebook, qui commence à bien prendre avec la page et puis le groupe APTEL. Donc le groupe, ça permet des discussions, des échanges entre différents membres. Twitter est plus orienté sur
sur l'information très courte et pour des personnes qui sont friandes d'informations immédiates. YouTube contient des vidéos et on poste régulièrement des vidéos. Là, on en a mis une récemment sur un événement sportif auquel on a participé avec un laboratoire Ipsen qui est fournisseur d'un produit qui s'appelle la Sanofi et qui nous a soutenu avec, entre autres, cette course des héros et qui nous a permis de récolter beaucoup de dons. Alors, il y a aussi les courses des héros sur Lyon, je ne sais pas si on en fera une l'année prochaine sur Lyon aussi. Là, c'était sur Paris, ça fait beaucoup. Bon. Des éditions avec les bulletins. On fait un bulletin maintenant que l'on souhaite trimestriel, donc ça va être plus un rendez-vous, avec un peu plus de contenu. Les premiers qu'on a sortis étaient beaucoup plus sur la vie associative, comment ça fonctionne, enfin, qu'est-ce qui se passe à Paris, Lyon et Toulouse. Et là, on commence à mettre de l'information sur oncologue, sur les traitements, sur des annonces de nouveaux médicaments, etc. Donc, vraiment du contenu dans nos bulletins. On a aussi des livrets. Alors, là, je pense qu'on va clore pour cette année les livrets d'information générale, puisqu'on a deux nouveaux qui sortent en 2013, en association avec des laboratoires. L'un qui s'appelle TNE, comprendre et vivre avec Novartis, et puis un autre, idée vraie-fausse, avec Ipsen, dans lequel va collaborer avec Catherine Lombardois, et puis la TED aussi. Donc, les livrets. Donc, deux nouveaux livrets, en plus des deux qu'on avait déjà. Un édité par l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, qui est très bien et qui offre un bon aperçu de la maladie, des traitements, etc. Et puis un que l'on a édité à notre propre compte sur la nutrition, qui est une reprise d'un livret qui vient d'Angleterre. Et en termes d'information, et quelque chose auquel je tiens beaucoup, ce sont les réunions régionales qui sont plus informelles et qui permettent d'échanger, puis de se sentir moins seul, d'échanger des expériences, et c'est extrêmement profitable. On continue à fertiliser notre réseau de partenaires en recherchant auprès des laboratoires, des autres associations. Donc, quand il y a des nouveaux médicaments qui sortent, on est à l'affût. Et puis on va voir les laboratoires qui correspondent. Donc là, il y en a deux nouveaux qui vont falloir qu'on fasse. Et puis contribuer à la recherche, donc je vous parlais tout à l'heure. Pour cette année, une première bourse de 6 000 € avec le groupe d'études sur les tumeurs endocrines, et notre volonté aussi d'informer sur la recherche et de participer autant que faire se peut aux essais cliniques pour bénéficier des nouveaux traitements et pour faire avancer la recherche. Mais ça, je pense que vous allez en parler par rapport à l'essai clinique qui sont en cours. Bon, pour 2014, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On va être dans une continuité. Sauf que pour l'information, j'espère qu'on arrivera à faire des informations plus spécifiques et plus ciblées. Et voir pour des supports qu'on puisse déployer un peu plus en France. Lyon, ça marche très bien. Bon, Toulouse aussi, Paris aussi. Et Strasbourg, j'ai pas grand-chose. Lille, on n'a pas beaucoup de représentation. Et puis Bordeaux, qui est aussi demandeur, on n'a pas non plus beaucoup de représentation. Voilà. Continuer nos actions partenaires et continuer à contribuer à la recherche. Alors pour 2014, ce que je voulais vous signaler, c'est qu'on sera susceptible de répondre à un certain nombre d'enquêtes, soit au travers de recherches de la part française, mais aussi on est en association avec
d'autres associations de patients au niveau mondial. Et on a une enquête au niveau mondial qui est en cours, en train de se mettre en place, de se finaliser. Et donc on aura au moins une enquête générale sur tout le monde pour les tumeurs neuronales. Donc ça c'est la communauté mondiale. On va changer de nom. Les Anglais, les Anglo-Saxons, ils arrivent à mon cas là. C'est comme le NATO depuis l'OTAN, il faut qu'on trouve une traduction, parce qu'un cas en français, ça veut dire l'Institut national contre le cancer. Ça veut pas dire International Net Cancer Alliance. Donc la proposition que je vais faire, c'est de traduire ça par l'Alliance internationale contre le cancer et les tumeurs neuroendocrines. Et il y a des plages de sable chaud qui ne sont pas très loin, un peu plus vers le sud, dans une station balnéaire espagnole qui s'appelle Alicante. Donc oui, ça c'est un terme, je propose qu'on l'appelle Alicante. Bon, pour cette année, l'animation autour de la journée du 10 novembre, c'est un média réseau social qui s'appelle Net Hero pour mettre en valeur les personnes qui contribuent aux tumeurs neuroendocrines. C'est tout simple. Chacun poste une photo avec un petit message des personnes qui veulent mettre en valeur. Et le zèbre, alors il y en a qui connaissent pourquoi on a choisi le zèbre. Oui. Pour les sacs. Les sacs. La parure du zèbre. Ah. C'est comme les empreintes digitales, il n'y a pas une zébrure la même, quoi. Et les tumeurs neuroendocrines sont tellement si vastes. Oui. Donc le zèbre. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est bien. Mais bon, l'origine, c'est que cette association vient des anglo-saxons. Et il y a un proverbe là-bas, chez les anglo-saxons, qui dit que lorsqu'on entend des bruits de sabots, il est très fort probable que ce soit plutôt des chevaux que des zèbres. Et on dit au contraire, attention, nous on est une maladie rare, donc il faut parfois penser aux zèbres. Hein, et à partir du moment où on pense aux zèbres, c'est plus facile de les voir. Si on y pense, dans ces cas-là, la découverte est beaucoup plus facile. Donc il y a un site pour l'Agence mondiale, c'est Net Cancer Alliance. Alors, les sponsors pour la journée. Alors, les sponsors pour la journée, je les ai pas cités, mais il faut que je remercie l'orateur Novartis et Ipsen qui soutiennent financièrement ces journées, qui nous permettent de louer les salles dans de bonnes conditions et de pouvoir vous recevoir et échanger dans de bonnes conditions. Donc, merci à Novartis et Ipsen. Un petit mot. Donc les tumeurs neuroendocrines sont principalement digestives pour ce qu'elles représentent, mais il y a aussi ce qui est bronchite, tout ce qui est paragangliome, etc., qui sont beaucoup moins représentés chez nous. Ceci étant, ils existent. Le point que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on a deux courbes ici, et on va dire que cette courbe-là, c'est l'ensemble des tumeurs, on va dire, l'évolution sur 30 ans, de 1973 à 2004. Donc ça progresse, on va dire, de 20%. Et la courbe en rouge, ce sont les tumeurs neuroendocrines. Et on est passé d'un facteur de 1 pour 100 000 à 5 pour 100 000 de découverte. Donc il y a une forte progression dans la découverte de ce type de tumeurs. Alors, est-ce que c'est grâce au progrès des diagnostics? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres phénomènes? Ça, moi, je ne saurais le dire, je ne sais pas s'il y a des études sur ce point-là. Mais en tout cas, c'est un cancer à très forte progression.
il y a dans les tumeurs neuroendocrines une forte croissance sur tout ce qui est bronchique, petit intestin, rectum, et on voit aussi d'autres comme le c'est le violet qui est là. Aux heures. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas prolonger plus en avant mon discours. On ne fait que répondre à vos demandes dans ces journées-là. Donc c'est vrai que les sujets que nous aborderons, c'est vous qui les avez choisis, qui avez proposé. Je voudrais simplement dire que quand j'ai contacté les différentes personnes susceptibles de répondre de façon le mieux placée possible au sujet demandé, il m'a suffi d'un seul coup de fil, que j'ai eu la réponse immédiate et immédiatement positive, malgré le... Je pense que vous allez entendre des gens qui sont énormément occupés, qui ont énormément de choses, mais je n'ai contacté qu'une seule personne sur trois qui a immédiatement dit oui. Donc je voudrais dire que vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'on travaille dans une pathologie rare, parfois difficile parce que notamment la recherche est toujours évidente dans des groupes de patients qui ne font pas des recrutements énormes au niveau des labos, donc il faut souvent s'imposer. On a besoin de vous pour des armes thérapeutiques qui sont difficiles à obtenir dans des tumeurs rares. Donc c'est un partenariat. Je pense qu'il y a des gens motivés qui sont prêts à répondre, qui sont à vos côtés. Vous avez dans cette salle des médecins, professeurs, professeurs. Vous avez aussi le 3C, hein, les structures cancéro qui sont présentes, des soignants. Donc le message c'est que pour vous dire que vous êtes heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous aider dans ces journées. Alors, moi j'arrête tout de suite. Je vais tout de suite passer la parole à Pierre-Jean Valette. Donc le professeur Valette est le radiologue qui est vraiment qui est leader en termes d'imagerie et de recherche dans ce qui est la pathologie digestive et notamment dans les tumeurs endocrines. Alors, on va intervertir un peu le programme. On va commencer par les nouveautés en imagerie, c'est-à-dire par vraiment un petit peu de l'imagerie, surtout diagnostique. Et puis ensuite, Arnaud Muller, qui est radiologue dans l'équipe de Pierre-Jean, vous parlera des techniques d'embolisation. Je vous laisse la parole. Merci Catherine et bonjour à tous. Je vous témoigner aussi du plaisir que j'ai d'être avec vous. C'est vrai que c'est toujours très intéressant pour nous de rencontrer nos malades, puis de le faire dans un contexte un peu différent de celui auquel on était habitué à l'hôpital. Et ça fait un grand plaisir que je vais essayer de vous expliquer ce matin quel est notre métier de radiologue. On va partager cette conférence avec Arnaud Muller, qui est un de mes collaborateurs, qui va vous parler des traitements qu'on fait en radiologie. Moi, je vais vous parler du diagnostic et des nouveautés en imagerie des tumeurs endocrines du pancréas. Je me suis demandé un peu, en préparant cette présentation, comment il fallait la faire en réalité. D'un côté, vous n'êtes pas médecin et encore moins formé aux techniques radiologiques par technicité. D'un autre côté, je pense que vous connaissez très bien votre maladie, une maladie avec laquelle vous vivez depuis fort longtemps. Donc j'ai choisi un niveau de présentation qui va vous paraître peut-être un peu simpliste pour certains, pas pour d'autres. Vous n'hésitez pas, vous m'interrompez, on discute à la fin, on peut approfondir n'importe quelle partie de cette présentation pour rentrer un peu plus dans les détails si vous le souhaitez. Alors, juste un mot pour vous expliquer comment on raisonne en fait quand on fait de l'imagerie des tumeurs et bien entendu également des tumeurs endocrines. C'est un raisonnement en trois temps. La première chose, c'est de détecter un nodule. Alors, on peut détecter un nodule parce qu'il y a des symptômes et concernant les tumeurs endocrines, bien sûr, des symptômes de sécrétion endocrine qui amènent à se poser la question de savoir où se trouve une lésion. Et cette lésion, donc c'est la tumeur primitive. Et vous le savez, ça nous a été dit tout à l'heure, les localisations sont multiples. On peut les trouver dans le pancréas et dans l'intestin. Les lésions qui intéressent les gens qui s'intéressent particulièrement aux pathologies de la sphère digestive, mais aussi dans les bronches ou dans d'autres structures. Détecter les nodules, c'est aussi aller chercher les métastases qui viennent avec ces tumeurs, et on a des territoires privilégiés, je dirais. On s'intéresse bien sûr au foie, où les lésions sont fréquentes, les adénopathies, mais là encore, on peut en trouver dans d'autres organes, les poumons, les structures osseuses. Une fois qu'on a détecté ces nodules,
on a un deuxième temps du raisonnement qui consiste à caractériser ces nodules. En d'autres termes, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est à pouvoir démontrer qu'il s'agit de lésions endocrines. Et effectivement, c'est notre histoire de zèbre, il faut savoir y penser, parce que toutes les lésions d'ailleurs tumorales, qu'elles soient pancréatiques, digestives ou qu'elles soient métastatiques dans le foie, bien sûr, ne sont pas endocrines. Il y a d'autres types de tumeurs malignes, mais il y a aussi des diagnostics différentiels et il y a des lésions bénignes. Parmi les lésions bénignes, il y a des kystes, par exemple, dans le foie, il y a des angios, ce sont des choses extrêmement banales, on en trouve dans la population générale, et bien entendu, il s'agit de ne pas confondre ce qui serait une métastase d'une tumeur endocrine et ce qui serait une lésion bénigne, puisque la prise en charge est totalement différente. Donc, ça fait partie du raisonnement et c'est un temps de diagnostic qui consiste à essayer de trouver les techniques d'imagerie permettant à coup sûr de savoir si oui ou non on a affaire à des métastases de la tumeur primitive. Et puis le troisième temps, c'est de surveiller les nodules. Et on dira un petit mot des techniques qu'on utilise maintenant pour donner une réponse aussi précise que possible à l'efficacité des traitements qui vous sont proposés. Alors les techniques, vous les connaissez à peu près toutes. La liste est longue. Hein. On peut les classer de la manière suivante. Il y a des techniques qui sont dites morphologiques. Elles servent à identifier ces tumeurs, ces nodules, ces lésions focalisées. Et vous savez qu'on fait de l'échographie, du scanner et aussi de l'écho-endoscopie, technique un petit peu plus complexe mais très performante pour aller chercher des très petites lésions, notamment dans le pancréas. On a des techniques qui sont morphologiques et fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles donnent une information sur l'image du nodule, proprement dite, mais aussi sur son fonctionnement, sur sa cellularité, et l'IRM est en train de prendre une place tout à fait importante dans l'imagerie des tumeurs de endocrine. Il y a des techniques qui sont, elles, purement fonctionnelles. On va s'intéresser au métabolisme de ces tumeurs, on va s'intéresser à la présence de récepteurs endocriniens au sein de ces tumeurs. Ce sont des techniques essentiellement scintigraphiques. Et puis, il y a toujours l'anatomopathologie, quelque part, parce que le diagnostic doit être conforté de temps en temps par des biopsies. C'est pour ça qu'on propose, lorsqu'il faut une certitude diagnostique, qu'on ne peut pas obtenir par ailleurs, de faire ces prélèvements. Et ces prélèvements sont généralement faits par technique d'imagerie, soit par une endoscopie, soit par repérage du scanner ou à l'échographie. Donc on est assez proche ici de la vision imagerie du diagnostic. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un diagnostic qui est difficile et en général il est nécessaire d'associer plusieurs techniques diagnostiques pour avoir une imagerie complète et un diagnostic complet de cette maladie. Vous avez probablement eu ou encore le sentiment qu'on multiplie les examens, de l'échographie au scanner, et puis à l'IRM, et puis l'échoendoscopie, et puis éventuellement on va faire un scanner. Et on est bien conscient de la lourdeur que ça peut représenter pour les patients, que de multiplier ainsi ces explorations, qui sont pour certaines d'entre elles pas forcément très agréables, mais c'est un diagnostic qui est difficile, et c'est souvent l'association de ces différentes techniques qui nous permet de voir la précision diagnostique, parce qu'en réalité ces techniques sont complémentaires plus qu'alternatives. C'est l'une plus l'autre, elles montrent des choses un tout petit peu différentes. C'est ce que je vais vous montrer par quelques exemples. C'est la raison pour laquelle on est souvent obligé de les associer. Alors, comment on le reconnaît, le zèbre? D'abord, il faut le détecter, puis on verra qu'il faudra le suivre aussi. Et les tumeurs endocrines sont des nodules. Ce sont des boules, si vous voulez. C'est des tumeurs qui apparaissent dans le pancréas, dans l'intestin grêle, dans le foie si ce sont des métastases. Et toutes les techniques dont on parle sont à même de les mettre en évidence, avec des performances qui sont variables selon les cas, et les cas sont éventuellement même des cas individuels. Donc ça dépend du type de tumeur, ça dépend de la localisation, ça peut varier d'un patient à un autre. Et ce qui va nous intéresser ici, parce qu'il faut, une fois qu'on a repéré le zèbre, il faut aussi le reconnaître, savoir si c'est bien un zèbre, c'est le caractériser. On parle de caractérisation lésionnelle. Et on a quelques indicateurs qui nous permettent, au-delà de la clinique, éventuellement des symptômes ou des usages biologiques qui pourraient être faits, de penser qu'il s'agit bien d'une tumeur endocrine. Ces tumeurs, elles ont la particularité d'être hypervasculaires. Ça veut dire qu'il y a des vaisseaux en abondance, plus nombreux que dans d'autres tumeurs, comme des tumeurs du pancréas classiques, comme l'adénocarcinome du pancréas. Donc vous savez que le pronostic est très différent. Et pour détecter ce caractère hypervasculaire, un élément essentiel et important du
diagnostic de tumeur endocrine par l'imagerie, on fait des injections pour les contrastes. C'est pour ça qu'on vous impose des injections soit de contraste ioné quand on fait des scanners, soit de gadolinium quand on fait des IRM. Et je vais vous montrer qu'on peut aussi injecter des contrastes maintenant avec l'échographie, ce qui peut être intéressant dans certains cas. On va essayer de les caractériser aussi par ces techniques scintigraphiques, notamment le Cleoscan, parce qu'il y a des récepteurs endocriniens qu'on va pouvoir identifier. Et puis la caractérisation, elle va s'obtenir aussi par ces fameuses biopsies. Je ne rentrerai pas dans le détail des techniques qui ne sont pas dans mon domaine de compétences, mais vous savez que on est très fréquemment amené à réaliser ces biopsies pour affirmer le diagnostic. Alors, comment ça se passe en pratique? En général, ça commence par un syndrome endocrinien, un syndrome clinique. C'est glycémie, le diabète, le diarrhée, enfin, toutes sortes de symptômes que vous connaissez sans doute les uns ou les autres, qui peuvent varier bien sûr en fonction du type de tumeur. Et le problème qui est le nôtre, ce qu'on nous demande de faire, nous les radiologues, c'est de dire où elle est cette tumeur. Il y a quelque chose quelque part qui se sécrète de manière anormale, les hormones, et il va falloir trouver cette tumeur. C'est souvent une tumeur de très petite taille. C'est une tumeur qui peut se situer pour la sphère digestive essentiellement dans le pancréas et dans l'intestin, où on va trouver, donc, en fonction de l'origine, différents types lésionnels, des insulinomes, des gastrinomes, et puis pour l'intestin, on trouve aussi des gastrinomes, ou encore des tumeurs carcinoïdes. La liste n'est pas exhaustive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces organes, le pancréas et l'intestin grêle, ne sont pas forcément les plus simples à explorer. Le foie, c'est finalement assez simple, c'est quand même assez volumineux. Le pancréas et l'intestin grêle, c'est petit, c'est profond. Les tumeurs elles-mêmes sont souvent assez petites. Et cette question de savoir où est la tumeur est une vraie question. Voilà une représentation schématique de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les courbes. Ces multiples localisations. Celle qui nous intéresse, enfin celle dont je vous parle aujourd'hui, c'est essentiellement celle du pancréas. Le pancréas, c'est petit, ça fait à peine 2 cm d'épaisseur. C'est très profond, ça se situe en arrière de l'intestin, en arrière de l'estomac, qui est là devant. Si on schématiser les limites du pancréas, c'est cette petite ligne pointillée rouge. Donc c'est parfois difficile que d'aller retrouver une lésion qui fait peut-être 10 ou 15 mm dans cet organe de petite taille et lui-même très profond. Ça peut aussi être sur l'intestin grêle pour les tumeurs carcinoïdes. Vous imaginez, c'est une structure qui est mobile, qui est très longue, elle a plusieurs mètres. Et là encore, il y a des problèmes diagnostiques qui se posent de manière tout à fait spécifique et particulière aux tumeurs. Alors qu'est-ce qu'on a comme arme? Bon, ça c'est pas nouveau, l'échographie. On a des échographes maintenant dits de haute résolution, c'est-à-dire sur des gens qui sont minces, on peut arriver à détecter des lésions de relativement petite taille. Ça se voit toujours comme ceci, ce sont des petites images, vous voyez, qui sont arrondies. On parle d'hypoéchogénicité, elles sont plus gris foncé si vous voulez que le pancréas qui est là tout autour. Mais le pouvoir de détection de l'échographie pour ces tumeurs n'est pas extraordinaire. On peut le chiffrer de 13 à 27%, ce sont des chiffres minimalistes. Sur des patients échogènes avec des opérateurs entraînés, on peut probablement en détecter peut-être un tiers, voire la moitié. Mais ceci met en évidence toutes les limites de l'échographie qui dépendent de l'échogénicité du patient, c'est-à-dire des conditions de visualisation par l'échographie qui dépendent des interpositions gazeuses. Et il y a beaucoup de facteurs qui font que cette technique peut permettre en première approche de détecter quelque chose, mais n'est certainement pas celle qu'on réalisera. En tout cas, on ira à d'autres examens s'il y a une forte probabilité, une forte suspicion de tumeur endocrine, même si l'échographie est négative. Juste au passage, simplement, parce que vous avez peut-être entendu parler de techniques chirurgicales et des nucléations, il peut être possible de temps en temps d'enlever la tumeur sans enlever la totalité ou une partie du pancréas. Et là, pour le chirurgien, il y a un point clé, c'est qu'il y a le canal du pancréas, et on essaye avec l'échographie. Pour ça, c'est une assez bonne méthode, quand on voit la tumeur, de montrer au chirurgien où est la tumeur par rapport au canal pancréatique. Alors, je vous disais tout à l'heure, l'échographie a son produit de contraste. Alors, ça, c'est nouveau. Le produit de contraste n'était pas utilisé jusqu'à encore quelques années en échographie, il était réservé au scanner et à l'IRM. C'est très intéressant parce que c'est un produit qui va aller dans les petits vaisseaux de cette tumeur, dont on l'a dit tout à l'heure qu'elle était hypervasculaire, donc elle était riche en vaisseaux. Et ça va éventuellement permettre, par la mise en évidence de cette vascularisation, le diagnostic, en tout cas de proposer et d'évoquer fortement le diagnostic de tumeur endocrine dès le stade de l'échographie. C'est assez difficile à voir, j'imagine, pour vous sur ces images, mais une fois de plus, ce qui
nous intéresse, c'est ce petit nodule que vous voyez tout noir ici. Et quand on injecte le produit de contraste, il devient gris clair ou même tout blanc. Et ce sont en fait, ces produits de contraste sont des microbules qui vont diffuser dans les vaisseaux. Et l'échographie va les détecter ici. Et il n'y a bien que les tumeurs endocrines en pancréas qui peuvent se comporter ainsi. Et les autres cancers du pancréas, qui sont beaucoup plus graves, ne prennent pas comme ça, ne sont pas opacifiés comme ça par ces fameuses microbules. Deuxième technique qui n'est pas nouvelle non plus, c'est le scanner. On ne peut pas en parler parce que c'est quand même la technique de base en première exploration. C'est aussi souvent par le scanner que les surveillances sera faite. La détection est pas mal.